Bienvenue de nouveau au pays du Dakar à vélo. C'est la finish line du Bike-Man Brésil. Et voilà, ça y est, la troisième édition du Bike-Man Brésil est terminée. On va en parler tous ensemble avec nos invités et avec Axel. On a encore vécu une course de fou, Axel, hein. C'est le Dakar, celle-là, elle est particulière. C'est une course de dingue. On est qu'avec des folles et des fous, et c'est pour ça qu'on est là. Donc ouais, c'était une course de ma boule. Je vous présente nos invités. Avec nous ici, on a Nick Perkins. How are you, Nick? Good, better than expected. Yeah. Et à ses côtés, il y a Patricia Volpato. How are you, Patricia? I'm happy and tired still. So, can you remind us what is your position on the classification? I think I was from the last to the beginning, like the third, I think. 49e. Voilà, je cherchais. On a la mémoire un peu fatiguée avec Axel, vous inquiétez pas. 49. 49, okay. Patricia est arrivée dans les tout derniers après la finisher party du vendredi soir. Puisque je rappelle le temps, 116 h et 29 minutes. How was your arrival? Here, like at the end, it was very difficult. Like I know the hill here, and usually it's very easy. So, but it was very hard at this time. Donc il disait que t'étais contente d'arriver, mais que c'était quand même très dur. Voilà. En gros, grosso modo. J'ai raté quelque chose, Axel? Mais en fait, c'est un col qu'elle a l'habitude de faire. Le dernier, la toute dernière ascension. Il y a un dernier pétard de 500 mètres de dénivelé positif. Avant d'arriver sur San Antonio de Piñal, elle a l'habitude de le faire parce qu'elle vient ici avec Vinicius, l'organisateur et directeur de la course. Et elle disait que d'habitude c'est facile, mais qu'après 1000 bornes, là, c'est beaucoup plus dur. Et c'est vrai que c'est un col qui est à la fin très très difficile mentalement. Et New Nick, you finished your race in the 7th position. Fifth, 5th position, 5e. How was your race? completely unexpected. I had no idea at the beginning. I just wanted to ride my bike somewhere beautiful, and I love Brazil. And then at checkpoint 2, Telma told me that I was in 8th position, and I thought, seriously? Like, okay, maybe I can apretar, as we say in Spanish, like speed up a little bit. And then I came 5th. I mean, I can't believe it. I'm so happy. Oh, Nick, il a été surpris de sa perf. C'est vrai qu'il fait quand même un top 10. Il dit même il était venu d'abord au Brésil parce qu'il adore le pays pour l'explorer et faire un beau voyage à vélo. Et finalement, il se retrouve très rapidement dans la course avec des gens qui l'informent qu'il est 8e. Et là, il commence à se dire, tac, peut-être que la compétition démarre à ce moment-là. Et pour lui, c'était surréaliste d'arriver 5e, mais c'est une réalité. Patsy, you're living with Vinicius, the director of the race. Yes. You knew what was going on. And then, how was it, even if you knew it before? Yeah, I was telling this that like even like I am inside of the race, like and I know it's very hard. It is much harder than what I thought. So I think I thought it was. I know it was hard, but it was harder than I imagined. And it was like a great adventure. Like I love it. It was like what I wanted to do. So like I'm very happy like to finalize this, to have this experience that happened like several things during the way, and it's like a blast to finish. J'ai demandé à Patricia en fait, parce que Patricia c'est la compagne de Vinicius, le directeur de la course. Je lui ai demandé comment ça se passe la course quand on connaît tout le parcours par cœur, qu'on vit avec le directeur de la course. Et bien, elle nous a expliqué qu'évidemment, comme prévu, c'est beaucoup plus dur qu'on ne l'imagine quand on est sur le vélo. Ça se passe toujours comme ça, de toute façon. Même toi qui as fait le tracé en partie et qui a déjà fait 2 fois la course. 3. J'ai fait la reco aussi, ouais. Je fais 3 Oui. fois le parcours global. Ça se passe toujours, c'est toujours plus dur qu'on l'imagine, non? C'est toujours plus dur qu'on l'imagine. Et puis le Brésil a cette particularité aussi de... Je vais reprendre les mots de Giorgio, notre Français qui a participé à l'édition. Tu es toujours obligé d'y aller avec le couteau entre les dents parce qu'il n'y a pas un endroit de récupération. C'est des pourcentages super verticaux. Et tant que tu n'es pas dedans, tant que tu l'as pas fait à vélo, tu ne peux pas vraiment savoir ce que c'est. À la fois dans le mauvais, c'est-à-dire dans la difficulté et dans les défis,
comme dans le très bon, avec l'expérience que ça procure. Et je pense que Patchy, j'étais sûr qu'elle allait terminer quand j'ai vu comment elle progressait dès le départ. Je pense qu'elle a vécu une expérience de ma boule. Après, je ne sais pas si elle va pas divorcer de Vinicius. Will you get divorced after that? Oh, You sure? yes, I'm sure. A lot of places I had been before with him, like when he draw the route, and then okay, let's go to find out how is it. Okay, let's go. But then we do it like several parts, not once. Right. Ben, déjà, elle va pas divorcer. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Elle va rester avec le directeur de course. Et elle avait fait plusieurs parties. En fait, à chaque fois qu'avec Vinny, on discute de la possibilité de modifier un peu le parcours. Ils ont tout fait ensemble, mais par bout, mais pas dans la globalité. Et là, dans la globalité, c'est une expérience différente. What was your best memory of the race, Nick? There's so many amazing memories. I think it's not one memory, it's more of something that happened every single time I went past another cyclist. I didn't want to talk to anybody. This for me was, it's not a story to tell now, but it was a therapy for me. After a very difficult few months in my life, this was really about therapy and me being alone with myself. But every time I rode past another cyclist or another cyclist rode past me, we smiled. And there was eye contact and a smile, no talking, just this solidarity of we're both in this together. And there was no point ever where it was like, oh, you went past me, ever. It was always like, oh, you went past me, like, which is such a cool feeling amongst cyclists because we can get very competitive, right? And it's a race. But during the race, it wasn't a race. It was like a brotherhood or a sisterhood, depending on whether it was a man or a woman. Donc j'ai posé une question très difficile à Nick. C'est-à-dire, je lui ai demandé quel est son meilleur souvenir de la course et il nous a expliqué que c'est très difficile de détacher quelque chose. Parce qu'il se passe tellement de choses dans un biking-man, donc c'est plutôt un ensemble. C'est un peu ça ce qu'on ressent, Axel. Est-ce qu'a ressenti Nick? Bah, il a partagé aussi et surtout quelque chose moi, qui me parle beaucoup parce qu'il évoque que c'était plus une thérapie pour lui d'un point de vue personnel parce qu'il a eu des moments difficiles dans les derniers mois et que là c'était un moment pour lui qu'il a pu passer sur le vélo et qu'en même temps en tant que cycliste, parce que c'est un bon cycliste colombien, on imagine que c'est une course très compétitive. C'est une course, mais au final, ce qui se crée dans cette épreuve, et j'en parlais à la soirée des finishers hier, c'est comme una cadena de humanos. C'est une chaîne humaine, en fait, de gens qui se retrouvent en galère dans le même bain. Et l'esprit de compétition, c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué sur la chaîne. Compétition, c'est concourir. Et l'origine latine, c'est courir avec quelqu'un. C'est être avec quelqu'un. C'est pas se rentrer dedans. Et on retrouve ça, en fait, dans le biking man, et je trouve qu'il l'a très très bien exprimé parce qu'il l'a ressenti à chaque fois qu'il croisait un coureur, il y avait une solidarité qui s'est créée. Et c'est rare d'avoir ces moments très compétitifs, très difficiles, et en même temps aussi rassembleurs, parce que finalement tu rassembles beaucoup de gens, il y a une énergie folle dans ces épreuves. Et il l'a bien senti, ça se voit en même temps quand on regarde dans les yeux. Donc moi je suis super heureux de voir Nick comme ça, parce que je pense que ça l'a aidé. Did you have the same? Yes? Can I add something to that? Of course. Because within that context of us being human beings together, I got to the top of Itatiaia, and I'm getting my bike ready for the photograph, and I hear a door open, which scared me, and then I hear, "Oi, Nikki!" I was just like, "What's going on?" The security guy up at Itatiaia was so happy that there were all these cyclists. He was following the dots, and he knew who was going to arrive. So to have somebody say your name at 4 o'clock in the morning when you are just in the middle of nowhere, feeling terrible, aching, it was so cool. It was like, wow. Donc là, Nick nous racontait une anecdote de course. Quand il est arrivé en haut d'Itatiaia à 4 h du matin, il a été presque effrayé d'entendre quelqu'un qui l'attendait, qui l'appelait Nick. C'était ça, et en fait c'était le poste de contrôle qui se situe à 2450 mètres d'altitude. Et en fait maintenant ça fait 3 ans qu'on y va. Et en fait le gardien surveillait en dot watcher les participants. Et donc il a été surpris effectivement de se retrouver avec le gardien qui l'a appelé par son prénom et qui l'attendait finalement, parce qu'ils ont attendu après tous les participants jusqu'au dernier finisher. Et c'est aussi ça, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu dans notre bulle, nous côté orga, eux côté athlète.
Mais il y a aussi tous les fans, tous les gens qui suivent la course. Et sur le Brésil, il y a un engagement extraordinaire. Il y a plein de gens qui suivent la course, c'est des milliers de personnes. Et, Pays continent. et ce pays continent est très engagé. Voilà, et pour eux, c'est un défi fou parce que c'est la course la plus dure du Brésil. Et il y a beaucoup de gens qui suivent avec bienveillance, quoi. Ça, il faut se mettre dans le contexte. 2450 mètres d'altitude, tu es au milieu de nulle part en pleine nuit. Il n'y a personne. C'est la montagne la plus haute du Brésil. C'est la montagne la plus haute du Brésil. C'est le premier parc national. C'est un endroit qui est très très reculé. C'est compliqué d'accès. Qu'il y ait quelqu'un qui t'attend pour un étranger. Ton nom, ouais, effectivement. Ouais. C'est C'est un truc de dingue. presque hallucinando. Que está pasando? Did you have the same feeling, Pachi, when you were alone on the race with yourself? Yes, it was. I have like several moments. I think like the race, the life gives you what you need and deserve. So like each day I have like a different cyclist that I had the opportunity to be with that supported me and I could support as well, I hope. And to be by myself as well. So I have different experience like by myself and with someone else. That was very good. Donc je demande à Pachi si elle avait eu le même sentiment que Nick, c'est-à-dire d'être seule avec soi-même sur la course. Et effectivement, elle confirme, et aussi le fait de croiser d'autres participants. C'est ce qui donne ce caractère spécial. On est seul, mais pas vraiment seul finalement sur une course comme ça. Au contraire, et c'est ça un peu le paradoxe, c'est que C'est ce que disait Pachi. ouais, on est tellement connecté aujourd'hui que le fait de se retrouver sur des expériences comme ça, on a l'impression d'être en solitaire. En fait, t'es pas en solitaire, il y a plein de gens qui regardent, et c'est ça qui fait la beauté aussi de ce type d'expérience, parce que ça recentre finalement, ça remet l'église au centre du village. Parce que ce type de course ne serait pas possible s'il n'y avait pas les fans, le parc national, les pompiers potentiels s'il y a un problème. Finalement, c'est toute une chaîne humaine globale qui accepte que ça se passe. Sinon, il faudrait des hélicoptères, il faudrait qu'on soit partout, et c'est pas ce qui se produit. C'est finalement toutes les personnes autour de l'épreuve qui acceptent et valident ce que sont en train de faire les athlètes. Et quel que soit le pays, et au Brésil, je pense qu'il y a vraiment un accueil qui est très particulier, quoi. Les gens sont heureux de voir des personnes comme Pachi, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont participé sur cette édition. C'est un record en termes de pourcentage. Et il faut le rappeler, c'est une des plus dures, la course. Et à la fois, il y a un engagement de gens qui sont fans de ce qui se passe et qui se proposent toujours à aider s'il y a un problème, quoi. Et je trouve ça génial. Nick, how was the race with the Brazilian people? Do you have contacts with some local populations? Racers or in Not the general, racers, around in the general. I mean, just normal, walking into a shop and someone saying, "Where are you coming from?" And you're like, "No, I'm coming from San Antonio de Pinhao." And they're just like, "What the hell is going on?" But no, very little. I think when I realized that there was a possibility of coming in the top 10 and then the top 5, all that existed for me was the road, the map, my pain, and very little, just like, eu quero espresso. But, so no, I missed that. I did miss that, to be honest. Donc je demandais à Nick s'il avait eu pas mal de contacts avec la population brésilienne un peu sur la route, parce que vous savez que les ultracyclistes sont sur des routes ouvertes, donc ils croisent beaucoup de gens dans les magasins et tout. Et il me disait qu'il a eu quelques contacts et qu'à chaque fois qu'on dit qu'on vient de Saint-Antonio du Pignal, les gens hallucinent un petit peu parce qu'ils imaginent les distances, les routes difficiles. Et après, à partir du moment où il a appris qu'il était dans le top 10, là il est passé en mode course, donc il a réduit les stops et foncé tout droit vers la ligne d'arrivée. Et puis ça lui a manqué un peu, c'est vrai, ce contact avec les gens, mais quand on passe en mode course, Axel, on est plus concentré, j'imagine, que sur une chose. Yeah. It's the game to play. Quand tu es dans le top 10, mindset, c'est l'état d'esprit, il change. Et c'est compliqué d'arriver à l'expliquer parce que moi, je l'ai ressenti sur les 2 autres éditions parce que j'ai eu la même sensation. J'ai été dans le top 10 à chaque fois. C'est une autre course dans la course. Et c'est pas mal, c'est juste une expérience différente. Parce que le fait de traverser ces paysages, ces endroits, Paraty le matin, arriver le soir après dans Itatiaia, c'est des opportunités que jamais tu reproduiras dans ta vie. Parce que la probabilité que tu te retrouves à cet endroit-là, puis à un autre endroit, dans un seul format d'événement, c'est aussi la beauté de ce type de course, c'est que tu peux choisir. Et qu'à un moment donné, tu te fais surprendre.
par ton rythme. Et là, il s'est fait surpris par la course parce qu'il est entré sur le top 10. C'est vraiment une sensation qui est très difficile à partager, il faut le vivre. Après, pour tous les autres, tu as la possibilité de t'arrêter davantage et de profiter davantage des contacts avec les locaux. C'est pas soit l'un soit l'autre, il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'à un moment donné, tu es happé par la course et elle t'emporte. Et il a suivi et il est top, il est 5e. C'est extraordinaire en termes de performance. Et en même temps, il est surpris parce que je pense que l'expérience qu'il a eue avant l'a beaucoup aidé, lui a donné l'énergie aussi à aller chercher un top 5 comme ça. Parce qu'il faut vraiment, au-delà du niveau cycliste, physique, il faut avoir la tête pour arriver à faire ça. Patxi, your experience was totally different because you did it in 5 days, quietly, sleeping every night at the hotel, right? Yes, 4 nights, 4 hours per night usually. I try to slept. And I try to talk to everyone, like since the owner of the restaurants, of the hotels. And like one of the owners of a restaurant asked me, and what do you give at the end of the race? Then I told her a hug, a smile, congratulations. And the experience of being here, of talking to you, because maybe I never talked to her, I mean, at that moment. And then she was like thinking, reflecting. So I think this is one of the gifts from the race, like for me. How did she react? Can I ask her a Yeah, question? Yeah. How did course. she react when you said you get a hug? Like, because they must think She we was win loads of very, money or very something. surprised, like no, you're no sense. And like all of these kilometers, and like at that moment, I was like wet because it was raining. Yeah. So I was totally wet, and one of the several moments that I thought about giving up. And then I thought, okay, what can I do here? Then I tried to sleep and I couldn't because I took like some medicines from an insect bite that I had. And then I was like very sleepy. And then I tried to sleep. Then after I had chocolate, hot chocolate. And then after I bought some socks in a shop that I found. And then I have like my feet hot. And then, okay, now I'm ready. Now I can go again. Cool. Wow. Bon, je demandais à Patxi, on va essayer de vous traduire au mieux possible, hein. Je demandais à Patxi que si son expérience, comment était son expérience, vu qu'elle c'était à l'opposé de Nick, puisqu'elle l'a fait en 5 jours, en dormant chaque soir à l'hôtel, et elle a apprécié l'aventure. Elle a dit quoi d'autre, Rex? Ben, elle a expliqué qu'elle a profité aussi de tous les moments et toutes les opportunités de discuter avec les Faire des câlins. et de faire des câlins et de discuter avec les gens tout au long du parcours, en fait, les athlètes, les restaurateurs, et que ça a fait partie pour elle des belles expériences, parce que quand elle discutait avec des gens et qui lui demandaient pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te fais autant mal en termes de difficultés, parce qu'il n'y avait rien à gagner, en fait, il n'y a pas de prix à part ce qu'elle expliquait, il y a un câlin, il y a une médaille, mais voilà, il n'y a pas de prix financier à faire ça. Mais au final, elle expliquait que si elle est là, c'est aussi la possibilité qu'elle a de rencontrer ces gens-là et peut-être qu'elle les verra jamais après. Et que cette occasion unique, ça fait partie de l'expérience. Donc c'est super intéressant parce que c'est les contacts éphémères du voyage. Parce que ça reste un voyage à vélo, hein, 1000 km, on ne fait pas ça tous les jours. Et elle a saisi ça, Patxi. Après, on a l'impression qu'elle fait quelque chose de très différent en termes de performance physique. Elle a dormi que 4 heures, mais en étant plus lent, tu compenses avec le temps que tu passes sur le vélo aussi. Donc, je pense qu'elle a pas chômé non plus. What's your average cycling time? You know, 15 hours plus, no? 15, More. I 15 think. average minimum. Yes. Yeah, minimum. So you compensate the rhythm by number of hours as well. Yeah, yeah, yeah. Donc voilà, Yeah. pour remettre un peu dans le contexte, elle a dormi 4 heures, à l'hôtel, au chaud, tout ça. Si. Mais c'est 15 à 18 heures de vélo tous les jours pour arriver à faire ça. Donc c'est énorme. Mais malgré ça, elle a quand même la possibilité de s'arrêter aussi davantage, moins être dans le racing mode et de saisir d'autres ingrédients. C'est génial parce que c'est la magie du biking man, c'est deux stratégies différentes, mais deux bénéfices aussi différents. Chacun son histoire, chacun son aventure. Exactement. Thank you very much, Nick and Patxi. Merci beaucoup. Congratulations again. Thank you, guys. Thank you, guys. That was a great experience. Yes. It was 2 very different experiences, but I don't know. Yeah. I think as Very happy as good, you look. yeah. It was an adventure, and a friend said to me, it's nice to see that this smile on your face doesn't come out, so I think it means something. Yeah, yeah.
Bon, Nick nous disait que c'était une super aventure et Pachi acquiesçait évidemment en disant que ses amis lui disaient que c'était génial de la voir sourire comme ça. Et qu'elle a gardé son sourire. Et qu'elle a gardé son sourire et elle sourit même encore plus. Ouais. Pachi sourit tout le temps. You're always smiling. Yes. C'est ça qui est génial. Felicidades. Obrigada. Nous, on continue notre émission avec nos prochains invités tout de suite pour continuer ce débrief. Et donc voici nos nouveaux invités. On vous les présente tout de suite. Il y a d'abord Raphaël. Raphaël, comment ça va? Ça va bien. Raphaël, c'est la lanterne rouge du Bikeman Brésil. You are the last one to pass the finish line. Yes, I have the honor to be the last rider. And it was an amazing experience, right? Actually, the competition is just in the front. And the backpack the competition is against yourself. So it doesn't matter to be what position. The main objective, the main goal is to finish and to cross the line. And you have to adjust, to adapt, to do whatever you can, whatever is in your power to get here on time. Donc Raphaël nous expliquait que c'est un honneur pour lui d'être la lanterne rouge du Bikeman puisque pour les premiers c'est la compétition, pour les derniers c'est avant tout un combat contre soi-même. Donc c'est toujours un moment spécial de passer la ligne d'arrivée et d'être dans les temps. J'ai oublié quelque chose, Axel? Non, c'est presque mot pour mot ce qu'il a dit. Moi, je vais juste ajouter quelque chose parce que j'ai vu Raphaël avant Itachi arrière. Et, Moi je l'ai vu à la ligne d'arrivée. ouais, et il y avait un groupe de lanternes rouges qui s'est créé assez rapidement et il y a eu une synergie dans chacun là qui était belle à observer parce que c'est vrai que c'est de la survie en fait sur la fin. Les derniers, c'est vraiment de la survie. À la fois c'est un combat contre eux-mêmes, mais en même temps ils s'entraident mutuellement et en se voyant visuellement pour progresser. Parce que Raphaël a été avec Patricia qui était interviewée juste avant, quasiment jusqu'à la fin, quoi. Et puis après il a lâché, mais c'est de la survie pour les derniers. Et c'est bien parce qu'il a saisi toute la beauté d'arriver jusqu'au bout, quoi, et d'aller au bout du défi. Quand je l'ai vu arriver en haut du Tachaya, parce que c'était un des derniers qui est arrivé pointé à 2450 mètres, bon, je savais qu'il allait y arriver, mais c'est pas facile hein, le faire comme ça en 5 jours, parce que c'est un temps passé sur le vélo qui est... Et on va le voir juste après avec notre autre invité, mais arriver à faire la course en 5 jours et pas arriver à le faire plus vite, je pense que c'est beaucoup plus dur. Parce que tu passes tellement de temps à douter, là où quand tu vas plus vite, tu sais que la souffrance et que la douleur et que le risque que tu vas prendre dure moins longtemps. C'est un mot qui revient souvent chez effectivement les top 10 où ils sont admiratifs de ceux qui le font en 5 jours parce qu'ils disent que la douleur dure plus longtemps en fait, c'est ça. Et donc effectivement, à côté de Raphaël, il y a notre nouvel invité, Adrien. Salut Adrien, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Aujourd'hui, ça va mieux qu'hier, mais... Ouais. Donc Adrien qui est français, qui vit au Brésil. Tu as fait ton deuxième Bikeman consécutif et tu as amélioré considérablement ta performance puisque tu as fait 7e, c'est ça? Ah, pardon. 6e, exact, en 84 heures et 20 minutes. C'était comment alors, cette deuxième Comme l'année passée, c'était aussi dur. Sauf que cette année, je savais à quoi m'attendre, à peu près. Et la différence de l'année passée, c'était la condition météo, quoi. L'année dernière, on a eu beaucoup de pluie. Presque toute la durée du parcours, on a eu de la pluie. Et puis, cette année, on a eu de la chaleur, mais ça ne m'a pas trop déstabilisé. Au contraire, je pense que c'était quelque chose que je préférais. Et puis, voilà, ouais. La difficulté, c'est toujours la même. Hein. Le parcours est très exigeant. Et je pense que cette année, c'était un petit peu... Enfin, je me suis rajouté une difficulté. C'était en fonction du fait que j'ai voulu faire la course. J'ai voulu T'étais venu dans un objectif de performance cette fois? Oui, mais dans l'idée de passer à la course plutôt sur le final, en fait. Rester régulier. Ne pas exploser en fait au milieu du parcours comme l'année passée. L'année passée, j'ai eu une hypothermie à Cugnes. Donc du coup, j'ai totalement remis en question ma stratégie de course, on va dire. Et je suis passé de vouloir faire une performance à vouloir compléter le défi, quoi. Mais cette année, l'idée, c'était de rester constant, quoi, de pas casser
au milieu de l'épreuve et puis de finir bien, quoi. And Raphael, your experience was totally different because you did it in 5 days and you don't know if you will be on time. So how was it for your mindset to be with this little pressure? First of all, I am a runner and an endurance athlete. I've done some triathlons, Ironmans, and climbing, mountain climbing. And this was kind of an adventure for me, but also I have the bike in my life since I was little age. I use my bike every day to take my kids to school, and this is the experience that I bring to this race. Strong experience. Yes, but this was so much extreme, but I lived the event, the race. Actually, it's much more than a race. It's something different. It's like it's brutal. It's okay. You have to explore, to empower, to endurance, but at some point, you have to manage to adjust, to live the moments. There is some moments of enjoyment, and there is some moments that you are fighting for your life, thunderstorms and all that kind of. So you have to push yourself, keep moving forward, but you have to take care of your body, take care of the bike. At some point, it's a race against the clock. So you almost became an animal, like just go, and you have to sleep in the dirt, just sleep 10 minutes and keep going. Problems with the bike will happen. So, for example, I lost the front gear. So in the last part that I was supposed to go harder, more speed, I didn't have the speed, only a small cassette to go. And this kind of things will happen. This is not an 1,000 kilometer race. It's the most brutal 1,000 kilometer race of Brazil. So there is a but after the 1,000K. And so you have to do whatever you need to do to be here. I think it's this energy to sleep like 2 or 3 hours per day, because the front pack, they don't sleep, or they sleep like 1 hour in 60 hours. The middle pack, they can sleep a little more, but the rear, the people in the back, if you sleep too much, you will not be able to finish. So at some point, you have to, like the first day, 25 hours. And the second day, I think it was like almost like that. And so it's the last day, 25 hours straight. So you have to, it's a different kind of challenge. So Yeah. I'm very happy to be here. Thank you. Moment inspirationnel par Raphaël. Donc, je vous reprends le début de son propos. Raphaël, en fait, il vient de la course à pied. Il a fait pas mal d'Ironman, pas mal de compétitions et de la montagne aussi. Mais ça ne l'a pas empêché de pratiquer le vélo, puisqu'il a, comme il l'expliquait, il fait du. Comme on dit déjà en français, là, ceux qui Le taf. du vélo taf. Il emmène ses enfants à l'école. Exact. Donc, il fait du vélo quand même tous les jours. Et donc, it was your first ultra cycling race, right? Biking, endurance, ultra endurance, yes. Biking, yes. Donc, c'était sa première course ultra distance aussi. Let me just add something, because the largest ride I've done in a bike on my life, it was 200K, right? So that's why this is much more than just ride your bike. So you have to have more skills than just
Right. Maybe it's the combination. It's the combination. Combination of your experience of all Yeah. everything you've done in the past that is now revealed. Yeah, you have to take care of your nutrition, your hydration, your bike, your sleep, electronics, battery life, everything to be able to manage to keep going somewhere, like logistics, to know the where you have to where you can eat, what time does the places close, and if there is the route, how many times you go to the next city. All this, if you do something wrong, you're busted, right? Donc là, Raphaël nous explique comment ça se passe en fait dans le fond de la course, c'est ça? Ouais, il a dit beaucoup de choses, mais globalement, il dit que c'est pas que juste la course de vélo la plus dure du Brésil. Il a partagé aussi plein de défis qu'il a dû avoir Sur le sommeil, sur la gestion du sommeil, par exemple, il expliquait que les premiers dorment très peu, mais bon, ils vont finir. Ceux du milieu aussi dorment un peu plus, mais ils vont finir. C'était un détail intéressant, c'est qu'il expliquait à la fin, si tu dors trop, tu seras plus dans les temps, et donc ça, du coup, ça peut ruiner ta course. C'est le cas d'ailleurs de Donovan qui est arrivé derrière. Leur délai. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il partage quelque chose qu'on retrouve sur toutes les courses Bikingman, même si c'est sa première course. Il a, avant ça, fait beaucoup de choses et il a eu beaucoup d'outils qu'il a appris sur le terrain, sur d'autres expériences qui n'ont peut-être rien à voir avec le vélo et qui lui ont permis, sur cette course, d'arriver au bout. Donc pour les gens, il ne faut pas retenir que c'est des débutants. Je pense qu'il n'y a pas de débutants, en fait. Il n'y en a jamais eu jusqu'à présent sur le Bikingman. La majorité des gens, ils ont tous un background, une histoire avec le sport, l'endurance, une histoire personnelle dans lequel ils vont avoir des outils et des ressources qu'ils sont allés puiser. Et finalement, l'épreuve en elle-même de vélo, le fait que tu y arrives ou pas, c'est les ressources que tu as construites avant qui vont t'aider à aller au bout. Parce que au-delà de la première journée, même si les premiers vont très vite et les derniers vont plus lentement, tout le monde est très fatigué. Et à la fin, ce qui fait la différence, c'est les ressources que tu as construites. Et il le traduit très très bien, quoi. En expliquant qu'il faut beaucoup plus de compétences qu'être un simple cycliste pour pouvoir finir une course comme celle-là. Oui, et puis il y a plein de compétences auxquelles tu ne penses pas forcément parce que tu ne vas pas les lister sur un papier en disant j'ai ça. Il y a plein de choses que tu as appris de manière peut-être instinctive. Et le fait que tu te retrouves dans un état de fatigue extrême, et c'est ce qu'il disait à un moment donné dans l'interview, tu reviens quelque part à un état animal, mais l'état animal, l'instinct, il va aller puiser dans des ressources que tu as construites sans en avoir forcément conscience. Et moi je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que on a toujours tendance aujourd'hui à essayer de résumer les choses par des chiffres. J'ai fait tant de kilomètres, j'ai fait tant de dénivelé, j'ai fait tant d'heures d'entraînement, alors que l'important, c'est d'arriver à comprendre et prendre conscience de ce que tu as appris par le passé. Parce que le fait, et c'est le endure de Bikingman, le endure, c'est le moment où tu vas aller chercher au fond de toi des choses que tu as pu construire par le passé qui vont t'aider à franchir la difficulté. C'est pas juste les jambes, les mollets ou le nombre d'heures de vélo que tu as faites. C'est plein d'autres ressources qu'il découvre directement pendant la course. Parce que tu peux pas les simuler, ces conditions. C'est impossible. C'est que pendant la course que tu vas les apprendre. Et Adrien, toi aussi, tu as une expérience passée du sport? Je veux dire, le vélo, tu le pratiques, tu as pratiqué d'autres activités sportives ou le vélo, ça fait déjà très longtemps que tu le pratiques? Moi, le vélo, j'ai toujours fait du vélo dans ma vie. Depuis 6 ans, je suis en école de cyclisme. J'ai fait toutes mes gammes en école de cyclisme. Ensuite, chez les jeunes, amateurs. J'ai couru à un bon niveau jusqu'à 21-22 ans. J'étais en sport-études, etc. Je faisais beaucoup de vélo. Et ensuite, j'ai arrêté, je me suis consacré aux études. Et je suis revenu il n'y a pas longtemps au vélo parce que c'est un pilier de notre vie en fait, nous qui faisons du cyclisme depuis enfant, quoi. Et c'est un équilibre en fait, le cyclisme. Donc du coup, je m'y suis remis, je cours encore. En fait, je fais beaucoup plus de courses de vélo que d'ultra en fait. Même ici au Brésil? Ah oui, moi, au Brésil, ma première expérience d'ultra, c'était l'année passée avec le Bikingman et cette année. Mais en fait, dans le Bikingman, moi, je cherche plus une aventure. Je cherche l'aventure en fait, d'être dans des grands espaces, la nature, et puis forcément l'autonomie, repousser ses limites. Et se connaître en fait, parce que repousser ses limites c'est une chose, mais aussi se connaître ses limites c'en est une autre.
Et avant la première expérience du Bike-In-Man, moi, j'avais jamais fait de choses comme ça, quoi. Ce que je faisais, ce que j'avais peut-être pu faire, c'était une sortie de 200, 220, 230 km, mais pas avec un dénivelé aussi poussé, pas avec un vélo chargé. J'avais pas de contraintes au niveau sommeil, au niveau alimentation, au niveau hydratation. J'avais rien de ça, quoi. En plus, là, tu l'as vécu l'aventure, là, puisque tu as cassé ton téléphone très très rapidement, tu n'as pas pu l'utiliser pendant toute la course. Ouais, Tu exactement. t'es débrouillé comment? C'est ce qu'on disait. J'ai utilisé un terme à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que je demandais aux gens où est-ce que je pouvais manger, où est-ce que je pouvais dormir. J'avais aucune notion de où est-ce que je pourrais trouver pour me restaurer ou pour dormir. Donc je demandais aux gens. Et puis c'est vrai que l'aventure de l'année dernière m'a beaucoup aidé parce que j'avais de gros paramètres, quoi. Je savais où est-ce que je devais arriver à telle heure pour ne pas avoir de problème justement dans le parc Itatiaia. Parce que je voulais absolument pas le faire de nuit, compte tenu des prévisions météo que les gens discutaient, de la pluie notamment, le froid. La pluie c'est quelque chose, mais la pluie avec le froid ça te tue, quoi. Être mouillé, s'il fait 20 degrés, ça va, on arrive à se reprendre, à gérer. Alors que si le froid vient en même temps, la gestion elle est beaucoup plus On a compliquée. déjà parlé plein de fois, Axel, hein, du froid et d'être mouillé, quoi. Ouais. Ouais. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que même sans téléphone, Du coup, tu n'as pas eu de difficulté à trouver de quoi dormir, de quoi te ravitailler? Parce que ça peut faire peur, hein, j'imagine, pour beaucoup de participants. Ton téléphone ne marche plus. Qu'est-ce que je fais? non, ouais, non, ça m'a pas, Ça t'a pas déstabilisé, quoi. pas trop non, parce que mon téléphone a cassé la première étape. Je suis allé jusqu'au CP1. Du CP1, je me suis reposé un petit peu, et là, je savais que jusqu'au CP2, je pourrais dormir au CP2, quoi. Donc j'y suis allé et j'ai fait une petite nuit au CP2. Et ensuite j'y suis. Ouais, non, ça m'a pas trop posé de problème. Enfin, pas plus que ça, quoi. Il l'a fait à l'ancienne. Ça, d'un côté, t'aimes bien ça. Je sais que ça te fait un peu plaisir parce que c'est ça que tu veux. Ça me plaît, voilà. Ça me plaît de savoir que déjà il fait 6 Ouais. avec cette contrainte-là, parce que de plus en plus, et il l'a vu Adrien, mais après ça fait pas longtemps qu'il fait des courses avec nous, mais de plus en plus on met de plus en plus d'outils avec le téléphone et on en devient esclave à un moment donné parce qu'on attend plein d'informations et on perd finalement des ressources d'analyse, d'instinct, quoi, sur le Voilà, et climat, pour sur la gestion. rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que où je me suis arrêté dans le parc Itatiaia, et j'ai vu en fait que le temps commençait à changer. Parce que en France, moi je vivais en Haute-Savoie, donc les montagnes, je connais un petit peu, je fais pas mal de randonnées, et j'ai vu que le temps commençait à changer, les nuages se chargeaient, il y avait quelques éclairs au loin, le vent a commencé à souffler beaucoup plus fort que normal. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va se passer. Donc, et j'étais déjà fatigué, et je me suis dit, si je continue, je peux m'exposer à un gros problème. Donc je me suis arrêté, j'ai dormi. Et là, l'orage a éclaté quelques heures plus tard, et j'étais super content de ma décision parce que je me suis pas exposé du tout, quoi. J'ai pas pris de pluie. Enfin, juste quand je suis parti le matin, il y avait une brume un petit peu épaisse, mais à côté de ça, c'était pas de pluie, quoi. J'ai pas eu de problème. Donc c'est vrai que pour rebondir à ce que tu disais, Axel, la lecture en fait de tout ce qui nous environne. Ce qui se passe autour. Ouais. Ouais, voilà, tout ce qui se passe autour, sans avoir obligatoirement un support technologique. Ton téléphone pour regarder la météo. Exact, ouais, exact, ouais. Et bah, En sachant qu'en c'est plus, une autre aventure, hein. Ça a changé très vite. La tempête qu'il y a eu au CP2, là, ça a changé très vite. Et à un moment donné, effectivement, moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est, comme tu disais, le terme que tu as utilisé est très bon, la lecture, souvent on la perd avec ça, avec le téléphone. Alors nous, en tant qu'organisateur, on essaye bien sûr de partager le maximum d'informations. Les Brésiliens, en plus, ont cette particularité par rapport à l'Europe à être très connectés, beaucoup plus qu'en Europe, ils utilisent beaucoup plus le téléphone. Mais c'est important aussi de savoir bien lire, parce que si tu n'as pas le téléphone, quelque part, tu peux te retrouver désemparé dans une situation où tu deviens aveugle, alors qu'au final, tu as les ressources. Et c'est bien qu'il l'ait vu, parce que moi, mon rêve, ce serait qu'il n'y ait pas ça, hein, qu'on n'ait pas le téléphone et qu'on puisse du coup organiser les épreuves avec moins de technologie,
Et plus À l'ancienne. à l'ancienne, avec plus d'instinct. Ouais, et pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que là en ce moment, on parle des avantages de ne pas avoir un téléphone, mais il y a un avantage aussi, c'est qu'on en discutait avec Axel, c'est le fait tu vois, tu as dit, tu es un homme libre maintenant, mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup de liberté Là, il et on fait gagne du temps. référence au résumé de course, où justement j'étais en train de l'interviewer avant la montée finale d'Itachi, Exact, ouais. il avait plus son téléphone et on avait discuté ensemble. Et c'est vrai qu'on gagne du temps de sommeil, par exemple, parce que une fois que tu rentres, tu t'arrêtes quelque part pour te reposer et tu n'as pas toutes ces habitudes qu'on a au jour le jour de regarder, je sais pas moi, par exemple, les messages qu'on a reçus ou envoyer des messages aux proches ou regarder les photos que tu as tirées, que tu as prises du coup. Toutes ces choses-là, en fait, on n'a pas ça. Donc en fait, on se ressent sur l'essentiel qui est de se reposer et de se nourrir, quoi. Et à part ça, bah, le temps, il reste du temps pour faire bien ces choses-là, qui est de se reposer. Et donc ça, ça a été un avantage que j'ai pu ressentir quoi, durant l'épreuve, bah, d'avoir plus de temps pour se recentrer sur l'essentiel, la course et le repos, quoi. Did you understand what he was saying about this problem of mobile phone? Yeah, Did you have some kind of same problems? all kinds of problems. Actually, when the fog hit with the storms because at the since the third day, the rain hit the course, the third and the fourth day. So wet and vapor of water, this mess with all the electronics, even the waterproof electronics. So even iPhone, even lights, waterproof, all kinds of. This is something that it can take you out of. So if you don't manage to take care of your equipment, like also the mobile, navigation, you have to have the information of the distance of the course, and so all this is something that you have to keep in mind, to the elements of the nature out there. You are in the middle of the jungle. And actually it's amazing to think, because these roads were built from the old timers. This is the like, I don't know how many years these roads were made, and they were not made to bike. They were not made to do that. Okay, so steep, so exposed, but we choose to go there to challenge ourselves, right? So we have to manage and outcome whatever appears in front of you. If the electronics goes dead, you keep going without the electronics. Use your feeling, use your gut, use your instinct, and that's it. You ask your help for a person, you don't find a hotel, you sleep in the street. You have to adapt to survive. Yes, that's why I suggest you to add extreme, because man, this is an extreme event. All year, this year will be nice, the weather, heat wave, and then cold and thunderstorms. Man, there was one day, I think it was the third day, it was kind of life-threatening already, actually, because there was this very strong thunderstorm coming, like lights everywhere, thunder. And I started, and I was in the top of a mountain, completely exposed, and I started counting the time to see how far was the lightning,
and like 3K, 2K far away, 1K. Oh, I'm gonna die here. So I have to keep riding as fast as I can. So this kind of things will happen. You are in the middle of nowhere, no support, no mobile will save you from this, right? So that's it, truth. Là, c'est intéressant ce que disait Raphaël. Bah là, il a une explication très imagée de ce qui se passe. Parce que je lui avais demandé, comme Adrien, si lui il avait eu des problèmes avec la technologie. Et il me disait qu'en fait, le problème, c'est que tu peux te lâcher à tout moment par ton téléphone ou ton GPS quand tu es dans une atmosphère très humide comme les montagnes ici au Brésil, dans un climat tropical. Faut pas compter à 100% sur ton électronique. Et surtout qu'en plus, il a rappelé l'essentiel, c'est qu'on est au milieu de la jungle et qu'un téléphone, c'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. Il a aussi dit qu'il fallait ajouter le caractère extrême dans la description de la course parce que pour lui c'était vraiment ultra extrême et qu'à un moment donné tu es sans support, sans soutien, seul. Tu vas faire face à des situations extrêmes et il va falloir gérer ça avec ou sans la technologie. Et il racontait de manière très imagée la tempête qu'a évité Adrien. Raphaël, il l'a prise parce que du coup ils sont dans deux temporalités différentes, dans deux endroits différents de la course et c'est clair que c'était waouh. Quand il y a eu l'orage, c'était chaud parce que nous on était au CP2 à ce moment-là. Punaise, quand c'est tombé vraiment très très fort et qu'à un moment donné le seul moyen d'avancer, t'as pas un bouton à appuyer pour recevoir une navette qui arrive de l'espace, tu dois te débrouiller. Mais en même temps, ça permet, je pense, de se révéler. Et à mon avis, il va se souvenir de ça toute sa vie parce que c'est finalement des expériences que tu ne peux pas reproduire. Et en termes de probabilité pour que tu puisses te retrouver à cet endroit-là sur le vélo avec autant de kilomètres, autant de dénivelé, autant de matériel. Sur des routes qui n'étaient pas faites pour les cyclistes à la base, historiquement aussi. Ouais, c'est ce qu'il a décrit aussi sur ces routes-là où normalement il n'y avait pas de vélo. Ça arrive jamais. Et c'est quelque part ça l'aventure. C'est quelque part ça l'exploration aussi. C'est que on a souvent tendance à dire que le monde il est fini et qu'il n'y a plus rien à découvrir parce qu'il y a des satellites partout et qu'on a des images partout, mais tu peux prendre ton vélo, des sacoches, être avec d'autres concurrents, être retrouvé dans des situations extrêmes certes, mais en même temps apprendre des choses et vivre des expériences qui sont uniques. Se retrouver, comme il disait, au milieu de la jungle, à compter à la distance entre les éclairs et le son pour voir si l'orage est loin ou s'il se rapproche. Et en l'occurrence, il s'est rapproché. Pendant que cet orage-là éclatait sur cette partie du parcours, moi j'étais déjà à la finish line. Et ici aussi, c'était très orageux parce qu'on est quand même à 1000 mètres d'altitude. Je restais bien caché parce que les éclairs, tu les vois pas. T'as pas besoin de sortir à ta fenêtre pour les voir. Ouais. T'as des flashs de partout. C'était hallucinant de voir le nombre de lumières qu'il y avait. Ça arrêtait pas de péter de partout. Et ça a été assez vaste la partie de l'orage qui s'est déplacée. Ça a vraiment couvert un très très gros périmètre. Toi, t'étais à l'abri du coup. Ouais, moi j'étais à l'abri. Ouais. J'ai rien vu tout ça. J'ai juste entendu, mais je me suis endormi très vite. Je sais pas, j'ai dû vivre ça à 2 minutes quoi. Après, je me suis endormi comme une masse. T'as senti le coup venir. Ouais, c'est vrai, ouais, j'étais assez content de ça. Bon, bah, c'est terminé pour cette émission. Donc, merci Adrien. Thank you very much, Raphaël. Merci de nous avoir suivis, les amis. Restez connectés sur les réseaux sociaux Bikeyman, puisque la saison n'est pas encore terminée. C'était la 6e et avant-dernière course. Maintenant, on peut se projeter sur la course suivante, le Maroc, le Bikeyman X. Qui va, je pense, rassembler à la fois un line-up extraordinaire en termes de niveau et puis des conditions climatiques probablement qui vont être variables. Il va y avoir plein de défis. Ça va être l'étape reine. Elle va surprendre avec un parcours que en plus les participants ne connaissent pas. Donc c'est la surprise totale, pas de préparation possible à l'avance de l'hôtel, les ravitaillements, comment préparer sa course, l'élévation, le gravel, tout est inconnu. Donc ça va être le clou du spectacle. Autre type d'expérience et autre climat, comme tu faisais référence aussi. On vous donne rendez-vous au Maroc, les amis. Salut à tous.